ابعد ابعد روح روح طلع عن اثنين قتلوه وينه؟ هيو الله يرحمه جاهزين أمبولة؟ جاهزين أمبولة؟ Je m'appelle Tal Levin. Je suis née le 1er juillet 1986 à Tel Aviv, mais je vis ici, à Jérusalem. Je sais que tout le monde sur Terre connaît le nom de Jérusalem. C'est une ville qui fait beaucoup de bruit. Mais personne ne la connaît comme mon père et moi. Mon père est passionné d'histoire et d'archéologie. C'est l'un des plus grands guides touristiques d'Israël. Lorsqu'un chef d'État vient en visite, c'est lui qu'on appelle, pour qu'il fasse vivre les pierres avec des histoires. Depuis 3 ans, nous avons eu à Jérusalem un nombre incalculable d'attentats. Parfois tous les jours, ou même 2 fois par jour, on n'arrivait plus du tout à suivre les enterrements à la télé et à pleurer avec les familles. Il y en avait trop. Les gens disent qu'ils s'y habituent. Moi pas. J'ai grandi dans l'idée qu'entre les Palestiniens et nous, il pouvait y avoir autre chose que des corps déchiquetés, du sang et de la haine. J'avais 7 ans en 1993, mais je me souviens très bien du 13 septembre 1993. Mes parents n'étaient pas allés travailler. Ils avaient acheté des kilos de chips, des petites pistaches, des saucisses et du champagne aussi. Ils avaient les yeux brillants et ne tenaient plus en place devant la télé allumée. C'est très rare que la télé soit allumée dans la journée. C'est encore plus rare que mes parents achètent des cochonneries à grignoter. C'est rarissime qu'ils nous laissent, mon frère Ethan et moi, nous empiffrer sans rien dire. Et puis, c'est carrément incroyable qu'il m'ait donné, à 7 ans, du champagne à boire. Là, pour la première fois, j'ai vu mon père et ma mère pleurer. J'étais très gênée et je crois que je leur en ai voulu. J'avais envie de leur dire « Mais reprenez vite vos visages sévères, sérieux ou tendres, mais redevenez mes parents. Et les parents ne pleurent pas que je sache. Ils savent tout, ils sont très forts et très solides. Ils ne se mettent pas à chialer de façon ridicule parce que 2 hommes se sont serrés la main. » Il y croyait, mon père. Et comme je crois tout ce qu'il me dit, nous étions au moins 2 ce jour-là, à voir voler des colombes blanches dans le ciel de Jérusalem. Cher toi, si un jour tu lis cette lettre, tu sauras déjà certaines choses sur moi. Moi, j'ignore tout de toi. J'imagine que tu as de longs cheveux bruns, des yeux noisettes, et j'ignore pourquoi, un air rêveur. J'imagine que tu es souvent triste. J'imagine que tu as le même âge que moi, mais j'ignore si tu te sens très vieille ou très jeune. J'imagine que les battements de ton cœur s'accélèrent parfois. Mais quand? Pour qui? J'imagine que tu te demandes comme moi qui tu seras dans 10 ans et que tu ne peux rien voir de précis. J'imagine que tu as un grand frère que tu adores, comme moi. Tu vois, j'ai commencé à écrire ces pages juste après l'attentat qui a eu lieu près de chez moi. Aujourd'hui encore, j'entends la terrible explosion. Tu sais sûrement que lorsqu'il y a un attentat, tout le monde se demande comment les Palestiniens peuvent faire ça, tuer des innocents. Moi aussi, je me suis souvent posé la question. Et puis, je me suis dit que ça ne rimait à rien de dire les Palestiniens, mais que chez vous comme chez nous, il y a forcément des gros et des maigres, des riches et des pauvres, des bons et des cons. J'ai plein de peur et plein d'espoir en t'écrivant. Tu déchireras peut-être cette lettre et les pages qui précèdent. Tu ne ressens peut-être que de la haine en entendant le nom Israël. Tu te moqueras peut-être de moi ou peut-être n'existes-tu pas, tout simplement. Mais si cette lettre a la chance de te trouver, si tu as la patience de me lire jusqu'au bout, si tu penses comme moi que nous devons apprendre à nous connaître pour 1000 bonnes raisons, à commencer par nos vies que nous voulons construire dans la paix, alors réponds-moi. Je n'arrive pas à t'en dire plus, je ne sais pas si ce que je fais est bien ou mal, fou ou excentrique, utile ou inutile.
Je mets ces feuillets dans une bouteille, celle que nous avons bue le 13 septembre 1993. Je donnerai la bouteille à Ethan. Il est militaire, il repart dans quelques jours. Et puis, je lui fais confiance, il ne dira rien à personne. Et il fera ce que je lui demande. Il jettera la bouteille à la mer. Chez toi. À Gaza. Bien sûr, si Efrat, ma meilleure amie, savait tout ça, elle me dirait qu'une bouteille à la mer, ce n'est pas un moyen de communication dans un monde moderne, que je me fais des films. Et je lui répondrais que justement, je veux faire du cinéma. Mais j'ai comme l'idée que pour faire du cinéma, il faut d'abord bien connaître la réalité. Je ne sais pas si la poste fonctionne bien entre les territoires palestiniens et nous, s'il y a de la censure. Alors, je te donne une adresse électronique que j'ai spécialement créée pour toi. C'est backbook@hotmail.com. Voilà, j'espère que tu me répondras. C'est un peu plat comme formule, mais c'est la vérité. J'espère vraiment. À toi, Tal. Bon, ben voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. En croisant les doigts pour qu'il se passe quelque chose, bien sûr. Quelque chose de beau. Salut! Je te préviens d'emblée, j'ai pas de longs cheveux bruns, des yeux noisettes, des sourcils épilés aussi peut-être, et tout le tralala qui tartine la moitié de ta lettre. J'ai plutôt une moustache noire et des poils plein les jambes. Qu'est-ce que j'ai ri en lisant ta lettre? À m'en tordre les côtes. Lance-toi dans le comique. T'es promise à une grande carrière, surtout du côté de Gaza. Mademoiselle, bouteille pleine d'espoir dans un océan de haine, je t'informe que je suis un garçon. Et oui, quand on envoie une bouteille à la mer, il faut s'attendre à tout, y compris à ce que ça ne soit pas la destinataire de tes rêves qui la reçoive. D'ailleurs, si une fille avait trouvé ta bouteille, elle en aurait certainement fait un bougeoir, sans pouvoir lire ta jolie prose de fifille à son papa toute pure et sensible. Les Palestiniennes ne parlent pas hébreu, ma vieille. En tout cas, pas à Gaza. Tu n'imagines quand même pas qu'on nous enseigne la langue de l'ennemi en première langue avec grand contrôle à la fin de chaque trimestre. Tu n'imagines pas qu'un gamin risquerait de recevoir une raclée de son père parce qu'il a eu 0 en hébreu. Si moi, je peux te lire, t'écrire, et même me foutre de ta gueule, c'est parce que j'ai été obligé d'apprendre l'hébreu. Et j'ai pas envie de t'expliquer. Je te réponds, parce que tu m'as fait passer un bon moment avec toutes tes histoires, t'écris pas trop mal. Pour le reste, la main tendue vers les méchants palestiniens qui ne sont peut-être pas si méchants, ton goût pour le cinéma, ton père, ta copine, tout ça, je m'en fous. Et encore, je suis poli. Inscris-toi à un cours de cinéma. Ça t'empêchera d'écrire sans savoir pourquoi. Ou envoie ta lettre à un concours, genre des enfants pour la paix. Je suis sûr que l'UNESCO organise plein de trucs de cet acabit, avec des dessins de gamins où on voit des colombes blessées qui ressemblent à des poules mal égorgées, des rameaux d'olivier qui jonchent le sol, et des poèmes où le moped apparaît en acrostiche. Bon, je vais pas te raconter ma vie, c'est ce que tu veux, mais moi, je ne le veux pas. Je suis pas un singe qu'on observe pour déterminer ses ressemblances avec l'homme. Adieu, et à jamais, moi. Ah! Et elle n'était pas dans la mer, ta bouteille, mais juste un peu enfoncée dans le sable. Ton frère doit plus avoir le sens des responsabilités que toi. Cher Gazaman, pendant 2 semaines, j'ai regardé 10 fois par jour ma boîte électronique et je n'y ai rien trouvé. Alors aujourd'hui, quand j'ai vu que j'avais un nouveau message, mon cœur s'est mis à battre très fort. Toi aussi, tu écris bien, tu sais. Et je ne me moque pas de toi. Oui, tu as tout à fait l'air de quelqu'un qui fait semblant de se foutre de tout, y compris de ma gueule, mais qui n'y croit qu'à moitié. Bon, reprenons depuis le début, s'il te plaît. Je suis une fille, tu es un garçon, nous habitons à 100 km l'un de l'autre. Je peux imaginer sans problème la vie d'un jeune Américain qui vit à 10 000 km d'ici. Oui, c'est normal. J'ai la télé, le satellite, et puis au moment où je te parle, il doit y avoir au moins 5 séries où on met en scène des jeunes dans des collèges américains. Mais ta vie à toi, Gazaman, je ne peux pas l'imaginer. Et ce n'est pas normal. Nous sommes séparés par des années de guerre, d'attentats que des Palestiniens font chez nous, d'opérations militaires que notre armée fait chez vous. Je sais que parfois il y a des bouclages, que vous ne pouvez pas vous déplacer, que la pauvreté s'est intensifiée à cause de l'intifada. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui dansent dans vos rues lorsqu'ils apprennent que des innocents sont morts chez nous. Ça me fait mal,
Et surtout, je ne comprends pas comment on peut sauter de joie lorsqu'on apprend que des bébés, des jeunes enfants, des hommes, des femmes, des vieillards sont morts, pour la seule raison qu'ils étaient israéliens, et parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu aurais pu jeter ma bouteille, ou t'en servir de bougeoir comme tu le dis. Mais tu m'as répondu. Et je me raccroche à cette idée. S'il te plaît, laisse-moi... Enfin, laisse-nous une chance. Elle m'a envoyé 5 mails. Et je n'ai pas répondu. L'ennui, c'est que je n'arrête pas de penser à cette fille. Elle vaut plus que mes moqueries, et puis surtout, elle est d'une sincérité à couper le souffle. J'ai trouvé sa bouteille en me promenant, au bord de la mer. La plage, c'est le seul endroit où on peut oublier qu'on est parqué dans un sale coin nommé la bande de Gaza. Personne ne peut imaginer le truc s'il ne l'a pas vu. Le plus simple, pour décrire les lieux, c'est d'énumérer tout ce qu'il n'y a pas. Après, je suppose qu'on a une petite idée. Pas de fleuve, pas de forêt, pas de montagne, pas de vallée, pas de monuments historiques, pas de centres commerciaux flambant neufs, pas de jolies rues avec des petits cafés, des magasins de luxe, pas de grands parcs où les familles vont pique-niquer, pas de zoo. La bande de Gaza, c'est du sable, quelques oliviers, les implantations nickel-chrome où vivent les colons israéliens, et des maisons grises. Des dizaines de maisons grises serrées les unes contre les autres, serrées à en étouffer. D'ailleurs, on étouffe vite ici. Bref, la décharge publique de la région et 1,5 million de Palestiniens qui rêvent d'une Palestine. J'étais assis sur le sable. Je regardais la mer. J'enviais les poissons qui n'ont pas besoin de laisser passer pour changer d'eau. Je pensais aux rêves qu'on avait faits en 1993, aux grands hôtels qu'on voulait construire. Mon père disait, vous allez voir, tous les touristes vont venir chez nous. Ce sera mieux que le Liban, on a la plus belle plage du monde. Ils passeront tous par ici. Nous sommes pile entre les pyramides d'Égypte et Jérusalem. Il n'y aura pas mieux que Gaza Beach. Il s'imaginait déjà les filles en maillot de bain sur des chaises longues, une promenade plantée de palmiers, de bougainvilliers, des petits cafés où on aurait servi du lébène, du jus de caroube, du jus de figue de Barbarie, du thé à la menthe. J'aimais bien l'écouter. Au début, c'était une période où tout le monde était joyeux. Nous avions signé les accords d'Oslo avec les Israéliens. Yasser Arafat allait venir à Gaza, les Israéliens allaient partir. Dans 5 ans, au plus tard, on aurait un pays. Non. Nous n'étions pas joyeux. Nous étions ivres. La tête nous tournait de toutes ces belles promesses de paix. Combien de fois j'ai entendu ce mot, paix, jusqu'à l'étourdissement d'abord, puis jusqu'à la nausée, au vomissement. Je pensais à ça. Je grattais le sable avec ma main gauche. Je le faisais couler entre mes doigts. Je frottais le pouce et l'index pour ressentir le moindre grain. Je me suis allongé et je me suis relevé immédiatement. Quelque chose de hargneux m'était entré dans le dos. Je m'en souviens, aujourd'hui encore, j'ai eu le sentiment qu'une immense injustice venait de se produire, que j'avais été méchamment agressé, juste au moment où j'allais m'oublier dans le sable, au moment où j'allais devenir une empreinte en laissant les nausées, les indigestions flotter au-dessus de moi et s'enfuir avec le vent. J'ai tiré à moi le caillou pour le jeter loin dans la mer, et je me suis retrouvé avec une bouteille entre les mains. Une bouteille israélienne, je l'ai compris tout de suite, j'ai l'œil. Une bouteille avec des feuilles enroulées à l'intérieur. Moi, je croyais que ça n'arrivait que dans les romans d'aventure sur des îles désertes, mais ça m'est arrivé à moi, ici, à Gaza. Je me suis allongé de nouveau sur le sable qui était redevenu accueillant, et j'ai lu. J'étais remué par ce qu'elle écrivait et ça m'a énervé. Je déteste ressentir 2 choses à la fois, c'est comme si je me disputais avec moi-même. Je suis allé dans un cybercafé le plus proche, je lui ai répondu, en prenant soin que personne ne voit à qui j'écrivais. Quand on a un contact pas trop agressif avec des Israéliens ici, on est vite pris pour un collabo. Ah, c'est con, mais c'est comme ça. C'est la guerre. La guerre imbécile. Où des Israéliens tuent des Palestiniens, où des Palestiniens tuent des Israéliens, et hop, on recommence pour un tour. C'est qui avait commencé déjà? Eux? Nous? Toi?
Moi? Personne ne s'en souvient. Mémoire courte, trou de mémoire, amnésie, hypocrisie, mauvaise foi. Bon allez, on recommence, juste pour voir qui va en tuer le plus, qui est le plus fort. Eux, avec leurs avions de chasse, leurs obus, leurs M16 courts et précis, ou nous, avec nos bombes humaines, pas technologiques pour un sou, mais fabriquées en série par le Hamas et le djihad islamique. Oui, oui, ceux qui prient Dieu 5 fois par jour, qui ont une bosse sur le front à force de se le cogner par terre, qui regardent d'un mauvais œil les filles qui ne portent pas le voile, qui veulent l'impossible, c'est-à-dire mettre les Israéliens dehors, à la mer, tous morts les Israéliens dans leurs rêves, plus un juif sur les terres arabes, et pour nous autres, Palestiniens de la Palestine libérée, la charia. Allez, on obéit au doigt et à l'œil aux lois islamistes, on ne boit pas d'alcool, on ne mate pas les filles, on n'écoute pas de rap ni de techno, ça, c'est bon pour les impurs, les occidentaux, les diables américains ou américanisés. Nous, les musulmans, on est des purs, alors on doit vider la vie de tout son intérêt et attendre tranquillement de mourir, si possible, en martyr, si possible, en tuant de méchants américains, des juifs, là où on peut en trouver, et après, pas d'inquiétude, il y a le paradis et ses merveilles, le passage sur terre c'est rien, un petit épisode de rien du tout qu'il faut remplir en allant à la mosquée 5 fois par jour, et en élevant 12 enfants le reste du temps, mais c'est vraiment ça la vie, merde! Voilà. Je m'énerve vite quand je pense trop. Mais je ne veux pas arrêter de penser. Ma tête, c'est le seul endroit où pas un soldat de Tsahal, pas un type du Hamas, ni mon père, ni ma mère ne peuvent entrer. Ma tête, c'est chez moi. Mon seul chez moi. Trop petit pour tout ce que j'ai à y mettre, et c'est pour ça que je me suis mis à écrire. J'écris, puis je brûle, je déchire. Je mouille le papier, je le jette aux toilettes. J'ai trop peur que quelqu'un tombe dessus. Mais au moins, ça me fait du bien. Ça m'allège un peu. Il y a trop de gens qui m'empêchent de vivre. Et des panneaux rouges, qui n'existent pas, mais que je vois partout. Dessus, il est écrit... Tout est interdit. Cher Gazaman, je sais, je sens que tu me lis. Tu me répondras bien tôt ou tard. Alors je t'écris, ça me fait du bien. Nous sommes le 4 novembre. Ça fait exactement 8 ans que notre Premier ministre Yitzhak Rabin a été assassiné. Hier soir, sur la place qui porte désormais son nom à Tel Aviv, il y avait un grand rassemblement, comme chaque année. Et comme chaque année, nous y sommes allés, mon père, ma mère et moi. Les concerts et les discours étaient tristes et beaux. Il y a eu une minute de silence à l'heure exacte où Rabin a été assassiné. J'ai eu des frissons. J'ai revu ce fameux soir où la terre s'est dérobée sous nos pieds, où nous nous sommes tous sentis orphelins et perdus. J'avais 9 ans. C'était 2 ans après les accords d'Oslo, après le jour où j'ai vu mes parents pleurer. C'était il y a 8 ans, Gazaman. Et hier soir, comme chaque année lorsqu'on va sur cette place pour se souvenir de lui, j'ai encore pleuré. Et puis, j'ai pensé à toi. Salut machine. Ne crie pas victoire et ne te mets pas à danser toute seule dans ta chambre comme le font les filles quand elles sont contentes. Je t'écris, mais ça veut pas dire qu'on est copains, d'accord? Bon. C'est vrai aussi que ton mail sur l'assassinat de Rabin a remué des choses. J'étais pas aux premières loges comme ta famille et toi, mais je m'en souviens parfaitement. T'imaginais pas ça, hein? Que nous aussi, ici, ça nous ait fait quelque chose, cette histoire. Il y avait un mec, un Israélien, qui avait ouvert les yeux. Il s'était dit, tiens, les malheureux gars qui vivent dans des camps de réfugiés ou de pauvres villages, ils existent pour de bon. Peut-être même que ce sont des êtres humains. Et il s'est mis en tête de vous faire accepter cette idée, de nous donner un petit quelque chose, un bout d'autonomie, un morceau d'indépendance. Alors je dis pas que ça irait jouer tout le monde ici, n'empêche, moi, ma famille et d'autres gens que je connais étions vachement heureux. Nous nous sommes dit, on va enfin avoir une vie normale. Une police à nous. Des feux de signalisation qui marchent. Des stars de cinéma local, une équipe de foot,
un service militaire obligatoire, des écoles ouvertes pour tous toute la journée. Et puis Rabin a été assassiné. C'est une voisine qui l'a crié du haut de sa fenêtre. Moi j'ai eu le fou rire parce qu'on ne savait pas si elle hurlait de joie ou si elle pleurait. Mon père m'a fusillé du regard. Il a dit « Merde, merde, c'est mauvais pour nos gueules ». Il a allumé la télé. Et tu sais quoi? Nous aussi, au début, on a cru que c'était nous qui l'avions buté, enfin, un Palestinien, quoi. Ça allait nous retomber sur la figure. Et après, ils ont dit que c'était un Juif, l'assassin. Un Israélien. Alors là, on n'y croyait pas. On m'aurait dit que le prochain Star Wars allait être tourné à Gaza avec Arafat dans le rôle d'Anakin Skywalker. J'aurais trouvé l'info plus crédible. Certains ont mis plusieurs heures à accuser le coup, d'autres avaient un petit sourire. Enfin, on a vite compris que c'était très mauvais pour nous. Je crois même que le gouvernement israélien a décidé de boucler la bande de Gaza. C'est ce que ça veut dire ou je te fais un dessin? Alors voilà. Rabin était mort. Le train s'est arrêté. Et nous? On était plantés dans la gare, sans savoir si un prochain train était prévu. Total Moïse. Il faut vivre avec ça, mademoiselle Rosée du matin. Je connais bien mon hébreu, hein, je sais même ce que veut dire ton prénom. Il faut vivre avec cette idée que quoi qu'il arrive par ici, ça nous retombe toujours sur la gueule. Tu trouves ça juste, toi? Non. Inconnu. Âge. Inconnu. Situation de famille. Inconnu. Nom du père. Inconnu. Nom de la mère. Inconnu. Nombre de frères et sœurs. Inconnu. Passe-temps favori. Se moquer des autres. Signe particulier prétend être poli mais écrit « Salut machine ». Possède le sens de l'humour juif. Le goût du secret aussi. Si tu es vraiment poli, présente-toi enfin. Et puis, pour répondre à ta question, non, ce n'est pas juste que tout vous retombe sur la gueule. Bon, pas le temps de t'en dire plus aujourd'hui. Salut. Ok, t'as marqué, disons, un demi-point. Le petit mail, genre fiche de renseignement pour les profs en début d'année ou les services secrets, c'était pas une mauvaise idée. Ce qui fait que je mène par 48 à 1,5. T'as encore pas mal de chemin à rattraper, courage, courage, ne t'essouffle pas. Je suis sûr qu'une gentille fifille à papa dans ton genre fait du roller et du tennis avec un joli bandeau dans les cheveux. Tu peux rajouter le jogging pour l'endurance, ça augmentera tes chances d'améliorer ton score. Mais il faudra que tu patientes un peu pour les réponses. Là, je dois partir et je ne te dirai pas où. Moi aussi, je peux être très occupé. Cher Gazaman, l'hiver est arrivé. Il fait froid. Aujourd'hui, c'est samedi. Pas d'école, tout est fermé, la ville est comme morte. Mon frère Ethan n'a pas eu de permission. Il est encore chez toi à Gaza. C'est drôle, non? Enfin, drôle n'est certainement pas le mot, mais c'est comme ça qu'on dit quand quelque chose est étrange. Je pense souvent que peut-être ton regard croisera celui de mon frère un jour. Et tu ne sauras pas que c'est lui, et lui ne saura pas que c'est toi. Je me sens toute vide. Je m'ennuie. Tu fais quoi, toi, quand ça t'arrive? Sujet de dissertation du jour. Tu fais quoi, toi, quand tu t'ennuies? Demanda d'une douce voix la petite fille au grand méchant loup. Et voici ce que le grand méchant loup lui répondit. À Gaza, tu t'ennuies forcément. Sauf si tu es un vieil homme qui a plein de souvenirs à raconter, ou une mère de famille qui a des lessives à faire, des repas à préparer, des gosses à habiller, ou une fille qui aide sa mère à faire tout ça, ou un homme de 35 ans et plus qui a le droit de travailler en Israël. Parce que statistiquement, les types qui se font sauter ont moins de 35 ans. Alors toute cette tranche d'âge, la belle jeunesse, n'a pas le droit d'aller bosser. Ou encore, si tu es un bon pratiquant qui se lève à 4 heures pour aller à la première prière, qui prie 5 fois par jour, t'imagines, quand tu parles à Dieu 5 fois par jour, tu ne vois pas le temps passer. Quand tu n'es rien de tout ça, quand tu es moi, tu es condamné à l'ennui. Première solution. Tu joues aux Indiens en vrai, si tu habites dans un camp de réfugiés.
Tu sors avec quelques copains, tu balances des pierres sur les soldats israéliens. Toi, t'es dans le camp des gentils, eux, dans celui des méchants. C'est simple. Si c'est ton jour de chance, il y a un caméraman étranger dans les parages. Il te filme, en train de jeter ta pierre et ta haine. Ça va être toi la star ce soir sur les écrans du monde. Tu enlèves ton t-shirt pour montrer tes muscles. Elle est belle la vie, tu ne sais plus si tu es dans un film ou dans la réalité, mais ça n'a aucune importance. Tu aimes ça. Courir avec les autres, balancer des pierres, courir encore, te cacher, avec une petite peur. Et puis parfois, t'as un copain blessé. Il te vole le premier rôle parce que le caméraman l'a repéré. Il zoome sur lui. Et toi et tes copains, vous ne savez pas trop quoi faire, alors vous criez, vous manifestez votre colère devant le caméraman étranger qui est toujours là. Ça, c'est la première option. La plus communément admise, celle que tu vois à la télé, à laquelle tu crois certainement. Celle qui fait que tous les gosses de Palestine ont l'air interchangeables. Il y en a un qui a été tué. Pas grave, on trouve 300 000 doublures, 300 000 figurants qui ne demandent qu'à reprendre le rôle. Et moi, j'en peux plus de ces images. Elles me donnent envie de vomir. C'est quoi cette caricature? Même nous, on s'est mis à croire qu'on ne ressemblait qu'à ça, à des gamins qui lancent des pierres sur les méchants soldats pour les chasser. Il n'y a plus de singulier. Moi, toi, il, elle. Il y a juste un pluriel, les Palestiniens. Les pauvres Palestiniens, ou les méchants Palestiniens, c'est selon, mais le pluriel est toujours là. Pour ceux qui nous aiment sans nous connaître, qui nous détestent sans nous connaître, nous ne sommes jamais 1 plus 1 plus 1, mais 4 millions. On porte tous notre peuple sur le dos, et c'est lourd. Lourd. Ça écrase. Et ça donne envie de fermer les yeux. C'est un drôle de jeu. Qui est le chat? Qui est la souris? Plus de 2 mois que nous nous écrivons et je ne comprends pas où il va en venir. Quoique, de mon côté, ce ne soit pas très clair non plus. Je ne l'ai pas rencontré sur un chat, autour d'un sujet qui nous intéressait tous les deux. Je me suis juste mise en tête de correspondre avec une Palestinienne de mon âge. Et je suis tombée sur un Palestinien qui n'a pas d'âge, un garçon clignotant qui s'allume et s'éteint quand il veut. Je me promène depuis plusieurs jours avec ça dans la poitrine. L'agacement. C'est un sentiment âpre et acide. Ça me racle la gorge et ça me donne l'impression qu'on tire ma tête en arrière, qu'on m'empêche d'aller où je veux. Je m'attache à une ombre qui joue avec mes nerfs, me fait rire et me fait mal et je ne peux le dire à personne. J'ai l'impression que ce tout petit secret a tissé une toile autour de moi. Et je m'empêtre dans cette toile en m'éloignant des autres. Mais j'ai de la chance. Beaucoup de chance. Mon père sait quand il faut parler et quand il faut se taire. Il sait exactement quoi dire. En quelques mots, il remet de l'ordre quand dans ma tête les neurones partent et s'agitent dans tous les sens. Il a frappé à ma porte et a attendu que je lui dise d'entrer. Il a planté ses yeux verts dans les miens, avec ce sourire qui provoque de petits plis vers les tempes. Il avait un service à me demander. Cher Gazaman, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Un de mes rêves est en train de se réaliser. Je vais être assistante sur un tournage. Bon, oui, comme Efrat me l'a fait remarquer, Orlando Bloom ne joue pas dedans. Il n'y aura aucun acteur connu puisque c'est un documentaire. Mais je vais avoir une caméra entre les mains. Et mon père me fait confiance pour effectuer des repérages. Je suis si contente, j'avais envie de te le dire. Le documentaire est sur Jérusalem. Il s'agit de mettre en lumière tous les visages de la ville et de ses habitants. Quelques images du souk, de Méa Sheharim, des juifs pieux en habit noir, des bonnes sœurs qui se hâtent via Dolorosa en baissant les yeux, un prêtre orthodoxe, une pincée de jeunes dans une discothèque. Et un dernier plan avec le coucher de soleil sur la vieille ville. Je vais te poser une question très bête. Es-tu déjà venue à Jérusalem? Ah ah! Mademoiselle se voit déjà à Hollywood. Mais tu ne manques pas de confiance en toi, au moins. Ne t'attends quand même pas à ce que je me roule par terre de joie, ni à ce que je t'envoie un bouquet de roses. De toute façon, par ici, il n'y a pas beaucoup de fleuristes. C'est pas le genre de la maison. Non. Je ne suis pas content. Je suis jaloux. Et je te l'écris une seconde fois pour que tu comprennes bien que les mots ne m'ont pas échappé.
Je suis jaloux. Je n'ai jamais dit que je me voyais à Hollywood. Mais quand tu as envie d'être insupportable, rien ne t'arrête. J'ai un rêve depuis des années. Être derrière une caméra, montrer ce que tout le monde ne voit pas, mais qui est là sous nos yeux, raconter une histoire. Tu peux peut-être comprendre ça, non? Tu me feras pas croire que tu n'en as pas, toi, des rêves. Allez, salut. Oh, et il me semble qu'il faut tout répéter avec toi. Es-tu déjà venu à Jérusalem? Et autre chose. Non, en fait, rien. Ou plutôt si. Mettons-nous d'accord pour que tu sois cassant avec moi uniquement les jours impairs. Ça te va? Gazaman! Je commence par l'inquiétude. Je n'ai pas de tes nouvelles depuis plusieurs jours. Bon, je me dis que tu es comme ça, un type qui écrit quand il veut, qui se tait quand il veut et que je dois m'adapter. Si tu habitais en Italie ou au Canada, je penserais que tu es très occupé. Une histoire d'amour qui te fait mal, une histoire d'amour qui t'envahit, un problème d'ordinateur ou une angine. Le problème, c'est que non seulement tu es un parfait représentant du conditionnel, mais en plus tu habites à Gaza. Aux infos, ils ont dit qu'il y avait une opération en cours en ce moment dans la bande de Gaza. Des activistes du Hamas ont été tués. 4, je crois, mais si je me souviens bien, il y a eu des civils tués ou blessés selon les sources. J'ai regardé les images attentivement. C'était dans le camp de Khan Younes. J'ai pensé qu'il y avait une chance sur 1 million pour que tu sois sur ces images, mais je n'ai aucun moyen de le savoir. Il y avait des femmes qui pleuraient en montrant une maison détruite par nos soldats, des hommes en colère, et puis des enfants qui cherchaient leurs affaires parmi les décombres. Je me suis dit, ça semble si loin. C'est tellement triste, une maison détruite. Ça doit être dur de n'avoir pas grand-chose et puis tout à coup de n'avoir rien. J'ai ensuite pensé qu'il fallait dormir ailleurs, manger ailleurs, et puis j'ai même pensé à ce que moi je ressentirais si ma maison était détruite. Et je me suis sentie démolie de l'intérieur. J'ai espéré que tu ne traverses pas ça, que tu ne sois pas sur ces images. Je voulais te raconter mes premiers pas dans Jérusalem avec la caméra de papa. Je suis allée filmer le marché de Mahane Yehuda. C'était très gai. Les marchands m'ont offert des fruits parce que grâce à moi, pense-t-il, ils vont devenir célèbres. Mais je n'ai plus le temps de t'écrire aujourd'hui. Oh, ce n'est pas grave, ça peut attendre. Dis-moi juste si toi tu vas bien. Et puis, par pitié, sans faire de jeu de mots, sans ironie, sans cynisme. Ou plutôt si d'ailleurs. En fait, je crois que ça ne me dérangerait pas du tout. Je suis sûre que quand tu es cynique, c'est signe que tu ne vas pas trop mal dans le fond. Je suis piégé. Elle m'a eu. Et maintenant j'ai peur. J'ai même peur d'écrire la vérité. Et si un obus me tombait dessus avant que je déchire les feuilles? Et si on était en train de m'espionner? De me suivre? Parce que dans cette foutue bande de terre où nous sommes toujours les uns sur les autres, quelqu'un qui est seul, qui a envie d'être seul, c'est suspect. Nous sommes en Orient, ou dans le monde arabe, ou en Méditerranée. Dans les 3 cas, ça veut dire que les gens te prennent pour un malade si tu n'aimes pas être 24 heures sur 24 avec ta famille, avec tes amis, avec les autres à la mosquée, ensemble, toujours ensemble. Elle s'appelle Tal. Tal Levin. Elle a un père exceptionnel. Je me suis moqué d'elle autant que j'ai pu, ça m'amusait beaucoup, ça me détendait. Ici, on ne peut pas tellement se moquer des filles, c'est très mal vu. Tal, je ne l'ai jamais vue. Je ne la verrai sûrement jamais. Jamais. Elle existe sans exister. Son dernier message m'a flanqué par terre. Elle décrivait tellement bien la destruction, bien mieux que les gens qui vivent ici. Elle s'était mise à notre place, elle avait les mots, elle ressentait tout. Et puis, il y a eu cette phrase. Dis-moi juste si toi tu vas bien. Je l'entends encore comme un écho sans fin. Dis-moi juste si toi tu vas bien. Je dois être le seul Palestinien de Gaza pour qui quelqu'un s'inquiète de l'autre côté. L'UNESCO devrait me classer monument historique ou patrimoine mondial. Je suis pris au piège par Tal Levin. Et c'est terrible.
Ça me rappelle quelque chose que je m'étais juré de ne jamais revivre. Une fille dans ma tête. Mon cœur qui bat. Non. Je ne suis pas amoureux d'elle, c'est impossible, je ne l'ai jamais vue. Et elle est sûrement très moche. Très grosse. Elle transpire dès qu'il fait plus de 20 degrés. Elle louche. Elle a les oreilles grandes et décollées. Un duvet foncé au-dessus des lèvres. Les dents de travers. Les yeux trop écartés. Un nez en bec d'oiseau. Elle est courte sur pattes, avec de grands pieds, les cheveux sales. Non. Non, elle est forcément jolie. Peut-être belle. Mais jolie, sûrement. Il n'y a que les cons qui sont tout à fait moches. On ne peut pas être curieux, sensible et intelligent comme elle et avoir une face de rat. Je m'étais promis. Je m'étais juré de ne jamais retomber dans le panneau. Avec une Israélienne en plus, j'ai la poisse. Non. Tout ça est impossible. Parce que ça n'est pas logique. Parce que ça ne peut pas se passer dans la réalité. Dans la réalité, je ne peux pas aller frapper à la porte de Tal Levin, même si j'ai son adresse. Je ne peux pas lui dire « Salut, c'est moi. J'avais envie de te voir pour de vrai. Est-ce que tu veux bien venir au café avec moi ?» C'est vraiment n'importe quoi. Je n'aurais jamais dû ouvrir cette bouteille. J'aurais préféré que ce soit une bombe, qu'elle m'arrache le bras. Je m'étais promis que plus jamais, plus jamais. C'est en devenir fou. Elle s'appelle Tal. La rosée du matin. C'est une autre Tal qui me l'a expliqué. Bon, je me fais vraiment du souci. La radio a annoncé d'autres blessés et d'autres morts à Gaza. Bon, je comprends que tu ne bondisses pas sur ton ordinateur pour me rassurer, mais j'aimerais recevoir tes nouvelles. J'ai une boule dans la gorge. Parce que même si je ne sais toujours pas grand-chose de toi, Gazaman, je crois que je comprends qui se cache derrière les mots cyniques et les vannes. Et je ne pourrais pas supporter un silence trop long. Bonjour Tal. Non, je n'habite pas Khan Younes et je ne m'en plains pas, c'est plutôt un coin sinistre. Mais je connais des gens qui y vivent. Ils sont très en colère contre les gens de ton peuple ces derniers jours. Je suis fatigué. Fatigué d'entendre les sirènes des ambulances, les cris de la foule en colère, les manifestations des types cagoulés du Hamas qui appellent à la guerre sainte, les avions, les hélicoptères qui patrouillent au-dessus de nos têtes. Fatigué d'entendre les radios, les télévisions allumées jour et nuit. On dit que c'est de la faute de l'Amérique, qui est tellement puissante qu'elle pourrait régler ça si elle le voulait vraiment. On promet vengeance. Ce sont des promesses terribles. Une haine terrible. Tu ne peux pas savoir comme la haine me fatigue, comme la haine m'épuise, Tal. Mais tu peux être rassuré maintenant. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas blessé. Je suis juste très fatigué. Salut. Naïm. En arabe, le paradis. Cher Naïm, enfin je connais ton prénom. Mais j'ai lu et relu ton message, je connais à présent par cœur. J'ai été émue et attristée par ce que tu appelles ta fatigue. Maman dirait que tu es déprimée, que tu as besoin de prendre du calcium, de la vitamine B et des oligo-éléments. En te lisant, je me suis sentie terriblement impuissante. Mais ne parlons pas d'histoire. Pas aujourd'hui où j'ai surtout envie de te dire merci de m'avoir donné ton prénom, ta confiance. Merci de t'être souvenu que je m'appelais Tal. Je tiens à t'envoyer quelque chose de moi aussi. Une photo. Elle a été prise l'an dernier lors d'un séjour en Galilée. C'est une photo après une journée de marche. Bref, j'ai un peu transpiré. Je ne suis pas coiffée et habillée comme lorsque je sors le soir, mais j'ai l'impression que c'est vraiment moi. Qu'elle me montre telle que je suis la plupart du temps. Cet après-midi, je suis allée à la Cinémathèque pour le documentaire. C'est un endroit que j'adore. On y projette des vieux films en VO et puis des films plus récents qui ne passent nulle part ailleurs. La semaine dernière, j'ai vu Vacances romaines avec Grégory Peck et Audrey Hepburn. Ils sont si beaux tous les deux. J'aimerais tellement lui ressembler à elle. Mais bon, comme tu peux le voir sur la photo, j'en suis très loin.
C'est une belle histoire d'amour entre une princesse et un journaliste. Bon, voilà pour aujourd'hui. J'attends tes nouvelles avec impatience. Oh, merci encore pour tout ce que tu m'as écrit. Et puis, si jamais tu es toujours triste et fatiguée, eh bien fais comme moi lorsque ça arrive. Je mets mon disque préféré, je m'allonge sur le lit, et puis je ferme les yeux. C'est plus efficace que la vitamine B. Elle poursuit son offensive sans s'en apercevoir. Elle me fait du mal, elle me fait du bien. Je suis à peine en équilibre sur un fil, et je bascule. À droite, dans la lumière, à gauche, dans la nuit noire, opaque, sans espoir. Je me suis souvenu comme j'avais espéré qu'elle soit moche. Ensuite, j'ai eu peur qu'elle soit trop belle, trop parfaite. Miracle, elle est simplement jolie. Pas mal. Du genre que tu peux passer devant elle sans la remarquer, mais si elle te sourit, c'est foutu. Et sur la photo, elle a un joli sourire. Elle regarde l'objectif droit dans les yeux. Je m'embrouille, j'ai eu l'impression que c'est moi qu'elle regardait dans les yeux. C'est certainement pour ça qu'elle a choisi cette photo. Alors je l'ai regardée, moi aussi, quelques secondes, pour bien graver son visage dans ma mémoire, et j'ai cliqué sur effacer le message. Ça m'a arraché quelque chose à l'intérieur, mais c'est impossible autrement. J'ai décidé de ne plus retourner au cybercafé. C'est trop dangereux. En ce moment, surtout, la haine est plus brûlante que jamais. Si on découvre que je corresponds avec une Israélienne sans l'insulter, sans la menacer, je risque ma peau, et ma famille aussi. Il faut que je trouve une autre solution. Tal, dis-moi que tu en tires si tu peux. J'étais ce matin chez mon oncle Ahmed à Khan Younes. Il y a eu des cris de joie, des applaudissements, des gens qui dansaient, une attaque à la côte, un bus explosé. Quelqu'un a allumé la télé et a mis CNN. Une carcasse de bus, des ambulances, des hommes qui s'affairent autour, comme d'hab. Le journaliste a dit que l'explosion avait eu lieu pas très loin de la résidence du Premier ministre à Rehavia. Tu m'as dit que tu voulais aller là-bas ce matin, c'est embêtant. Je veux dire, ça m'embêterait qu'il te soit arrivé quelque chose. Les autres, je ne les connais pas. Mort ou vivant, ça ne change rien pour moi. Bon. Je ne sais pas quoi te dire d'autre, j'attends de te lire. Bonjour Tal. Au moins je sais que tu n'es pas morte. J'ai eu une illumination, comme tu dis. Je me suis connecté sur un site israélien. Il donnait la liste des victimes et les heures d'enterrement. Je l'ai relu 4 fois. Il y avait une femme de 39 ans, qui d'après sa famille était quelqu'un d'optimiste, un assistant social d'origine canadienne, un étudiant français en informatique, une femme russe de 38 ans, qui selon les témoignages aimait la vie, mais les gens, un homme de 42 ans d'origine roumaine que sa femme décrivait comme une bonne personne, un chouette type, un bon mari, une russe de 53 ans, sur laquelle personne n'avait grand-chose à dire, une éthiopienne travailleuse clandestine, et un type de 48 ans qui venait accompagner sa femme à un test de fertilité. Et nulle part, le nom de Tal Levin. Et pourquoi tu ne m'écris pas, hein? Pourquoi tu ne penses pas que moi aussi je peux m'inquiéter pour toi? J'imagine des choses, j'imagine le pire, que quelqu'un qui t'est proche est mort ou grièvement blessé, et que tu m'en veux à mort, à moi qui n'ai rien fait. À nous, les Palestiniens, collectivement coupables, toujours. Et je n'y suis pour rien, moi, dans ce qui s'est passé. C'est juste insupportable de ne pas avoir de tes nouvelles. Précisément, au moment où je peux enfin aller sur Internet sans avoir peur des regards posés sur moi.
Je t'en ai pas parlé, mais j'ai eu une idée de génie. Je suis allé à l'ONG en bas de chez moi. C'est une organisation anglo-italienne qui travaille avec les services psychologiques de l'hôpital. Ils connaissent bien mon père. Je leur ai expliqué, poliment, que j'avais besoin d'aller sur Internet. Ils m'ont souri. Il y en a un qui m'a dit « Ok, you can come here, no problem ». Ils m'ont fait des tas de clins d'œil complices, genre « Ouais, nous aussi on est des hommes, on a été jeunes. On comprend hein, que t'as envie d'aller sur des sites porno ». Ils avaient l'air d'extraterrestres avec leurs lunettes de soleil sur le front, leur sourire taille XXL. C'est très agréable d'être vraiment tout seul devant un ordinateur. Je me sens libre. Libre. Libre, comme si quelqu'un m'avait offert 1 kilomètre carré de ciel rien que pour moi. Alors maintenant qu'il me suffit juste de descendre 3 étages pour te lire, t'écrire, s'il te plaît, rends-moi service. Sois en vie, sois entière. Reviens derrière ton écran. Cher Naïm, désolé que tu te sois inquiété. Désolé que tout ça se soit produit. Désolé de... Malheureuse, anesthésiée, vidée, c'est moi aujourd'hui. Je n'ai pas les mots, je ne les trouve pas et il me manque désespérément pour t'écrire, mais je veux le faire. Alors pardonne-moi si je ne suis pas claire, pardonne-moi si je... Je n'y arrive pas. Et pourtant, c'est d'abord à toi que j'ai envie d'en parler. Parce que c'est en lisant tes messages que j'ai pu, pour la première fois depuis 3 jours, pleurer enfin. Tu ne peux pas savoir comme ça fait du bien de pleurer, de sangloter quand les larmes sont restées bloquées en une barre dure dans le front, une barre qui m'empêchait de garder les yeux ouverts, qui m'empêchait de les fermer et me torturer. Grâce à toi, j'ai pu pleurer. Merci, Naïm. Tu avais deviné juste. J'étais là-bas, il y a 3 jours, à 9h du matin, quand le bus numéro 19 a sauté. J'étais avec la caméra de papa. Il faisait beau mais froid. Je voulais filmer la rue animée le matin, puis tourner à gauche dans la rue Radak, qui est toujours calme, à côté de la maison de mes grands-parents. Je filmais en marchant. Je me suis cogné un type qui était pressé. Il m'a dit « Hey, tu me vas regarder où tu mets les pieds !» Moi, j'ai pensé qu'il fallait que j'efface cette scène, qu'un type qui était pressé n'avait rien à faire dans mes repérages. Après, j'ai voulu zoomer vers un gros chat de l'autre côté de la rue qui prenait le soleil. Un bus est entré dans mon champ de vision. Il n'en est pas ressorti. Il n'en ressortira jamais. Je ne peux pas écrire ce qui s'est passé la seconde suivante, ni toutes les secondes qui ont suivi. Je ne peux pas, les mots n'ont aucun sens. Terrible, c'était plus que terrible. Affreux, c'était plus qu'affreux. Cauchemardesque. Non. L'enfer. L'enfer comme surgi d'un endroit invisible pour s'abattre au milieu de la rue.
Je suis tombée. La caméra de papa est tombée avec moi. Moi, je me souviens avoir pensé, non, non, elle a papa, il me l'a prêtée, il ne faut pas qu'elle se casse. Après, Non, ça ne sort pas. Mon cœur bat trop vite et il ne le faut pas. J'arrête là pour aujourd'hui. Pardon, je n'ai parlé que de moi. Pardon, je ne t'ai même pas dit que je n'ai rien. Mon corps est intact, même pas une égratignure, rien. À bientôt, Naïm. Je voudrais ne plus être moi. Pour quelque temps. Me reposer de ma mémoire. J'ai commencé à écrire il y a 4 mois. Après l'explosion du café Hillel, j'ai pensé que la mort nous avait frôlé une fois en passant son chemin, et puis qu'elle irait voir ailleurs désormais. La mort m'a encore frôlé. De plus près cette fois. J'ai senti son souffle chaud qui m'a soulevé puis fait retomber sur le trottoir. La caméra de papa est foutue. La cassette qui était à l'intérieur semble intacte comme moi. J'ai refusé de la regarder. Je n'ai pas remis les pieds dehors depuis qu'on m'a ramené de l'hôpital le soir du 29 janvier. J'ai des nausées, du vertige, du mal à marcher, je veux juste rester dans mon lit. On m'a dit que c'était normal, que j'étais en état de choc, que ça allait passer, que c'était toujours comme ça pour ceux qui assistaient à un attentat. Je pense à Naïm. Je le comprends si bien lorsqu'il dit qu'il est fatigué. Moi, je suis épuisée. Il s'inquiétait pour moi. Comme moi pour lui il y a quelque temps, mais il s'inquiétait juste pour moi. Et il a écrit, les autres lui importent peu. J'aurais tant aimé que lui aussi juge cet attentat terrible, barbare, inexcusable comme tous les autres. C'est bête ce que je dis. Moi aussi, je me suis inquiétée pour lui, et juste pour lui. Même si j'ai eu de la peine pour tous les autres en voyant les images de destruction à la télé. Je commence à comprendre qu'il y a des peines qui ne se partagent pas. Bonne nuit, Tal. Comme tu peux le constater, je t'écris tard dans la nuit. Willy et Paolo sont allés dormir, mais ils m'ont laissé les clés de leur local. Je m'étais trompé sur eux, ce ne sont pas des clowns qui portent des lunettes de soleil et ont du houmous dans le cerveau. Cet après-midi, ils m'ont proposé d'aller me balader avec eux. On est allé dans l'ancienne gare ferroviaire. C'est là que passait la ligne qui reliait le Caire à Haïfa avant 1948. Ensuite, on a pris l'avenue Omar al-Mokhtar et on a marché jusqu'à Rimal, un quartier chic, au bord de la mer. Pas très loin de l'endroit où j'ai trouvé ta bouteille. Je sais que les noms ne te disent rien, Tal, mais j'ai envie que tu saches qu'ici aussi, les rues, les avenues, les quartiers et les gens ont des noms. Ce n'est pas juste la bande de Gaza. Il était déjà tard. Paolo et Willy m'ont proposé d'aller au restaurant. Avec l'argent que j'avais en poche, j'aurais pu payer une gorgée et demie d'eau gazeuse et j'aurais eu l'air d'un pauvre type. J'ai dit que j'avais des choses à faire, qu'il fallait que je rentre chez moi. Willy m'a dit « On t'invite. C'est mon anniversaire aujourd'hui. » Et je n'ai pas envie de le fêter en tête-à-tête avec un Italien barbare qui ne boit que du café et jamais de thé. Comme c'était bien, Tal. Tu ne peux même pas imaginer. Le restaurant était calme. Il passait un disque de Natacha Atlas sur un volume très bas, comme s'il voulait donner l'impression qu'elle murmurait à notre oreille. Les serveurs étaient très bien habillés et parlaient doucement. J'ai cru qu'on m'avait fait pénétrer au paradis par une porte secrète. C'était ahurissant, il y avait des plats à 10, 15
Ou même 20 $. Et ce n'étaient même pas des plats compliqués, mais des choses comme ma mère en fait tous les jours. Du mouton grillé, des aubergines avec de la viande, du hummus. Enfin, dans ce restaurant, ce que tu payes, je crois, c'est quelque chose qui n'est pas sur la carte, mais qui coûte très cher. L'impression d'être ailleurs, accompagné de ses petits légumes tranquilles et de sa sauce insouciante. Paolo et Willy ont commandé du vin. Ils me demandaient si je buvais de l'alcool. J'ai dit oui, bien sûr, d'un air détaché, comme si je descendais une bouteille de whisky chaque matin au petit déjeuner, alors que je n'en bois jamais. Ils m'ont offert une cigarette, et là j'ai dit non, merci. Déjà, l'espérance de vie n'est pas élevée par ici. Si en plus j'avale du poison, ça les a fait rire. Willy m'a regardé en tirant sur sa cigarette et m'a dit « What do you think about the situation, Naïm ?» J'ai pris une grande respiration, j'ai gonflé les joues, écarquillé les yeux, l'air de dire « C'est compliqué tout ça. » « About what, exactly ?» ai-je demandé pour gagner du temps. « The Intifada, the Israeli people, the war. » Je lui ai répondu des banalités, que je souhaitais que tout le monde ait un état, mais que je ne savais pas quand ça allait arriver. Et j'ai enchaîné en leur posant des questions sur eux. Je voulais continuer d'oublier que nous étions à Gaza, je voulais qu'ils me parlent de leur pays, de l'Angleterre, de l'Italie, de leur vie là-bas. Et ils m'ont fait voyager, Tal. Et c'était 100 fois mieux qu'en passant par des sites internet. Il y a là-bas un parc avec des écureuils en liberté. Les gens se promènent, s'assoient sur l'herbe, mangent des glaces, du pop-corn, en amoureux, en famille, seuls. Ils lisent, ils parlent, ils s'embrassent, ils vivent sans avoir peur. Willy, lui, n'était pas né à Londres, mais était parti faire ses études là-bas. Il y partageait un appartement avec 3 autres étudiants. J'étais estomaqué. Imaginez 2 filles, même pas mariées, qui vivent sous le même toit que des garçons qui ne sont même pas leurs cousins. Moi, ça m'a paru impossible. Extraordinaire, mais impossible. Ils m'ont parlé encore de cafés où on chante, d'endroits où l'on danse, de petits voyages qu'ils faisaient par-ci, par-là, quand ils étaient étudiants. Moi, j'ai pensé qu'ils étaient millionnaires pour avoir voyagé autant, mais je n'osais pas poser la question directement, alors je leur ai demandé ce que faisaient leurs parents. Et comme s'il avait deviné le sens de ma question, Willy m'a dit « Tu sais, les voyages ne sont pas chers en Europe. Tu peux aller n'importe où pour 50 €. » J'ai plongé les yeux dans mon verre de vin pour qu'il ne voie pas que j'avais les larmes aux yeux. Il parlait de toute cette liberté, de tous ces voyages et de ces merveilles avec tellement de naturel que moi j'ai pensé qu'ils ne se rendaient même pas compte de la chance qu'ils avaient. Je me suis mordu les lèvres pour ne pas éclater en sanglots. J'étais bouleversé, j'avais des vagues de sanglots dans la gorge. J'étais tout liquide à l'intérieur, je ne pouvais plus contenir les flots. Je me suis levé pour aller aux toilettes, vite, trop vite. J'ai renversé mon verre de vin. Et comme dit l'expression, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. J'ai éclaté en sanglots. J'ai voulu m'étouffer, m'effacer, disparaître. J'avais honte d'être moi, avec ce corps maladroit, cette faiblesse des larmes. Willy a posé une main sur mon épaule. Jamais personne n'avait fait ce geste depuis que ma grand-mère est morte. J'étais secoué, comme un disque rayé, lamentable, ridicule. On a marché, en direction de la mer, sans rien dire. Je reniflais. Je me maudissais de ne pas avoir de mouchoir, d'être moi. Willy m'en a tendu un en murmurant « You can talk if you want, Naïm. » Et j'ai parlé. Comme je n'avais jamais parlé à personne. Comme ça n'arrive qu'une fois dans la vie, peut-être. J'ai dit à des types que je connais à peine des choses que je n'avais jamais dites à personne. Je ne sais pas si je leur ai beaucoup parlé de mes déchirures, comme ils disent, mais je leur ai raconté moi, presque depuis le début. Et maintenant, je te raconte ma soirée. À toi, Tal. Il faut bien que je puisse dire à quelqu'un que pour la première fois depuis longtemps, très longtemps, je me sens bien. Léger. Allez, j'ose le mot heureux. Bonne nuit maintenant.
Pour de bon. Cher Naïm, regarde l'heure. Moi non plus, je ne dors pas. Si tu es toujours connecté, on pourrait peut-être dialoguer. Tu as dû monter chez toi et t'endormir. Il était beau, le mot heureux à la fin de ton message. J'ai eu envie de découper le petit bout d'écran et de le suspendre au-dessus de mon lit. J'ai été avec Paolo, Willy et toi à la gare ferroviaire. J'ai marché le long de l'avenue Omar al-Mukhtar. Tes nouveaux amis m'ont fait voyager à Londres, en Italie, et toi tu m'as fait voyager à Gaza. Ça fait une semaine que je ne suis pas sortie de chez moi. Je me sens déconstruite. Je n'arrive pas à fixer mon regard, mon attention sur quelque chose plus de 10 secondes. Sauf sur tes mails. Le reste du temps, je suis sur un grand 8. Je monte et je descends à toute vitesse. Je ne sais même pas si j'ai la tête en bas. J'ai bien envie de te voir, Naïm. Pour de vrai, en chair et en os. On aurait des tas de choses à se raconter. On inviterait tes copains, la Paolo, Willy. Moi, je te présenterais Efrat. Oh, mais oui, comme ce serait bien, Naïm, de boire et de manger ensemble. On trouvera un coin dans le désert de Judée, vers la mer Morte. Et comme Nora Jones, on chantera en arabe, en hébreu, en anglais, en italien. Dis, peut-être que tu es quand même revenu derrière ton écran. Il est 4 heures du matin, mais je ne suis pas certaine que tu dormes après ta soirée bouleversée. Ils sont drôlement sympas de t'avoir laissé les clés, les deux psys, là. Allez, sois là. Salut Tal. Tu m'inquiètes, t'es drôlement agité en ce moment. Tu devrais voir quelqu'un comme Willy ou Paolo, un psy quoi, ça te ferait du bien. Bon, je dois te laisser maintenant. Mais avant ça, tu m'as donné une idée. Connectons-nous sur un site de messagerie instantanée, tu sais comment faire, je suppose. Mets-moi dans tes contacts, j'en ferai de même, et on pourra dialoguer vraiment. Salut. C'est vraiment toi là, Tal? C'est toi qui es connecté? Oui, c'est moi. Ça va? Je ne sais pas. Et toi? Je n'en sais rien non plus. Oh, mes parents ont eu la même idée que toi. Ils m'ont emmené voir un psy. Il a quelle tête, ton psy? Il ressemble à John Lennon. Tu sais, le type des Beatles. Ah ouais, je connais, ouais. Mes parents aiment beaucoup ce groupe. Et à part ça, il est comment? À part ça, j'ai pas pu lui décrocher un mot pendant 10 secondes. Je disais... Et puis j'arrivais encore moins à le regarder dans les yeux. Ça ne t'est jamais arrivé de croire que tu étais fou? Des tas de fois. Tu vois? Mais c'est peut-être nous qui sommes normaux. Nous qui croyons être fous. Ouais. On devrait créer un asile israélo-palestinien, toi et moi. Ça serait un très bon signe de réconciliation, comme disent les Occidentaux. On l'appellerait l'Institut Majnoun et Meshuga. On grèverait notre maxime sur le fronton. La paix passe par les fous. C'est superbe. On essaie de se reparler ce soir. Je ne sais pas si je pourrais. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et que même si on n'est pas croyant, mieux vaut dire Inch'Allah. On se reparle ce soir. Inch'Allah. Bonsoir, Naïm. Bonsoir, Tal. T'es toujours fourré chez Paolo et Willy? Je suis souvent devant leur ordinateur, plutôt. Pourquoi tu ne dis rien? Je souris. T'es mieux que John Lennon, toi. Non, lui, il fait un métier. Moi, je te connais d'avant. T'as vraiment l'impression de me connaître? Bah oui. Et je te vois aussi. Je te vois vraiment, j'ai ta photo en tête. C'était juste avant l'attaque, j'ai pas eu le temps de te dire merci. Tu es jolie, bravo. Je n'y suis pour rien. Tu sais bien qu'on ne choisit rien de ce qui détermine nos vies. Ni notre tête, ni notre lieu de naissance, ni nos parents. Il faut se débrouiller avec tout ce qu'on n'a pas choisi et qui est en nous. Et c'était un attentat, pas une attaque. Si tu veux.
Nos deux peuples n'ont jamais été d'accord sur les mots. Vous dites Israël, on dit de la Palestine. Vous dites Yerushalayim, on dit Al-Khod. Vous dites que vous recherchez les terroristes dans la ville de Sichem, et nous, on dit que vous êtes aux trousses de nos combattants dans la ville de Naplouse. Vous dites, on commence par la sécurité, ensuite il y aura la paix, et nous disons, commençons par la paix, la sécurité viendra d'elle-même ensuite. En fait, avant de créer notre asile pour les psychotiques israéliens et palestiniens, on devrait créer un dictionnaire binational. À mon avis, si on est d'accord sur les mots, on est d'accord sur tout. Pas bête. Pas bête. Je dois te laisser maintenant, il faut que je m'occupe de quelque chose d'important. C'est quoi? Un secret. T'en as beaucoup des secrets, toi, quand même. Non. J'ai surtout des rêves. Mais je tiens pour l'instant à les garder secrets. Tu me les diras un jour. Peut-être. Cher Naïm, je n'ai pas pu me connecter pendant plusieurs jours, je n'arrivais pas à accéder à ma boîte mail. Dans le journal Haaretz, il y avait la semaine dernière un article où on parlait des enfants palestiniens. Tiens-toi bien et écoute attentivement la suite, elle est incroyable. 80% d'entre eux avaient été blessés ou traumatisés par un acte de guerre auquel ils avaient assisté d'une façon ou d'une autre. Le journaliste évoquait la difficulté à conduire tous ces jeunes vers des psychologues. Et il donnait la parole à un certain Paolo Fraterini, de l'association Parole Libre. Mais tu te rends compte? Ton ami Paolo chez moi, dans mon salon. Non mais, je te sens si proche maintenant, ça me semble de plus en plus illogique, de plus en plus irréel que nous ne puissions pas nous voir. Écris-moi. Tu es là, Naïm. Je le sais, tu viens de te connecter. Désolé. Ce que j'ai à te dire est trop long, je vais t'écrire un message. Sois patiente, ça risque de prendre un peu de temps. Ne m'en veux pas. Cher Tal, ce sera ma dernière lettre pour toi, et je te supplie de ne pas me répondre, de ne plus m'écrire après ça. Cela fait exactement 6 mois que j'ai trouvé ta bouteille. Joyeux anniversaire à nous deux. J'ai aimé être Gazaman, ce type dont tu ne savais rien, qui se moquait de toi, était en colère parfois, et qui savait en même temps que tu le lirais sans haine. Mais on ne peut pas tout contrôler. Même derrière l'écran d'ordinateur. Et tu as trouvé, sans t'en douter, le chemin qui mène à Naïm.
Je m'appelle Naïm Al-Farjouk. Je suis né à Gaza. Mon père est infirmier, ma mère est institutrice. Ils n'ont pas pu avoir d'autres enfants que moi. Je suis l'un des très rares fils uniques de la bande de Gaza, peut-être même le seul. J'ai été très gâté par mes parents, très aimé. Et j'ai été très bon à l'école aussi, si tu veux savoir. Dans la bouteille, tu parlais de tes rêves. Tu disais que tu voulais être réalisatrice. Moi, j'ai toujours rêvé d'être médecin. J'aime la façon qu'ils ont de s'intéresser à toi. Et lorsqu'ils prennent leur stylo pour écrire l'ordonnance, on a l'impression que ça y est, ils ont trouvé la solution. Quand Yasser Arafat est arrivé à Gaza en 1994, mon père est entré dans ma chambre avec un livre à la main et m'a dit « Naïm, à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre l'hébreu. Nous allons être en paix avec les Israéliens, c'est une bonne raison pour apprendre leur langue sérieusement. » C'est ainsi que tous les soirs, après mes devoirs, j'ai étudié le Aleph Bet et toute votre langue qui ressemble tant à la nôtre. Et un jour, j'ai eu envie d'aller plus loin. C'était l'été 2000, j'avais 17 ans. Je voulais pas m'ennuyer à Gaza pendant les vacances et je voulais gagner de l'argent, alors j'ai demandé à mes parents l'autorisation de travailler en Israël. Ils ont hésité, par fierté je crois. J'ai insisté et ils ont accepté. Il a fallu que je me lève tôt, à 3 h du matin pour me rendre au point de passage d'Erez. J'ai fait la queue pendant 2 heures avec d'autres jeunes et des pères de famille fatigués qui se connaissaient. Un Israélien m'a dit qu'il cherchait des jeunes pour travailler sur des chantiers. Il m'a demandé si je savais peindre, poser des vitres, du carrelage, bricoler la plomberie, l'électricité. Et j'ai dit oui. Le bus a commencé à rouler vers Tel Aviv. Tout le monde dormait, sauf moi. J'écarquillais les yeux pour ne rater aucun détail. Au début, j'étais un peu déçu, il y avait de grands champs gris, ça ressemblait plus ou moins à Gaza. Et puis on s'est rapproché de la banlieue de Tel Aviv. Et je me suis senti comme dans un autre chez moi. Sur les routes, il y avait des voitures aussi belles que celles de l'autorité palestinienne. Mais les maisons étaient incontestablement plus grandes, plus hautes, plus blanches. L'homme qui m'avait embauché s'appelait Avi. Il m'a dit qu'il me paierait 100 shekels pour une journée de travail, si le travail était propre. Je me suis dit, comme c'est étrange, je vais gagner plus d'argent que mon père. 15 jours se sont passés ainsi. Chaque matin et chaque soir, j'avais l'impression de traverser un rideau invisible qui me faisait basculer d'une dimension à l'autre. Gaza, Tel Aviv, Gaza. Comment décrire ce qui sépare ces deux villes? À Gaza, les rues sont remplies d'hommes. À Tel Aviv, tu vois des filles qui marchent dans les rues, seules ou en groupe, la tête haute. L'air a une autre odeur. Peut-être parce qu'il y a à la fois plus d'arbres, de restaurants, d'argent. Peut-être que ce sont les parfums des femmes, les crèmes solaires des gens sur les plages. Chaque matin et chaque soir, je pensais que je parcourais 10 000 kilomètres, que c'était impossible que ces deux villes soient seulement à 70 kilomètres de distance. Un soir, nous étions 4 à bosser sur un chantier. Avi nous a demandé de rester. La bande de Gaza avait été bouclée et il ne pouvait pas se passer de nous pour le lendemain. Il nous a dit qu'il préférait payer une amende en nous faisant dormir à Tel Aviv plutôt que de prendre du retard sur le chantier. Moi, j'ai murmuré qu'il fallait que je prévienne mes parents. Ma mère ne voulait pas que je reste. Elle avait peur qu'on m'arrête parce qu'au-delà de 20 h, les Palestiniens n'ont pas le droit de se trouver sur le territoire israélien. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et que le patron savait ce qu'il faisait. Avi a apporté des sacs de couchage et des sandwichs. Puis il s'est tourné vers moi. « Naïm, t'es bien jeune pour dormir sur un chantier. Tu peux venir chez moi si tu veux. » Ce soir-là, je suis entré pour la première fois dans une maison israélienne. Avi m'a présenté sa femme, Osnat, et sa fille, Tal. Son fils aîné était à l'armée du côté d'Hébron, dans une patrouille israélo-palestinienne. On a dîné tous ensemble. La femme d'Avi et sa fille m'ont posé des tas de questions sur Gaza, sur ma famille. À la fin du repas, Avi a dit « Vivement la paix définitive ». Dans les semaines qui ont suivi, j'ai souvent dormi chez eux.
Je me sentais en vacances et pourtant je travaillais dur. J'avais l'impression d'être chez des cousins qui avaient beaucoup de bonheur, de richesse et qui voulaient bien les partager avec moi. J'aimais leur salle de bain, leur canapé en cuir, la vaisselle en miniature. Et puis, je suis tombé amoureux de Tal. Elle avait les cheveux blonds très courts, un petit nez retroussé, une façon de s'asseoir en tailleur qui me plaisait bien. Elle faisait beaucoup de blagues, de jeux de mots, éclatait de rire pour rien, et était ceinture noire de karaté. Un jour, elle m'a dit que je serais plus beau sans ma moustache, qu'elle me vieillissait, et je me suis rasé le lendemain. À la fin du mois d'août, je ne pouvais plus imaginer ma vie sans voir Tal. C'est à ce moment-là qu'Yasser Arafat et Ehud Barak sont rentrés d'Amérique sans avoir réussi à se mettre d'accord. Je l'ai appris en passant, je n'écoutais plus les infos. En septembre, Tal a repris le chemin du lycée, et moi j'ai continué de travailler en Israël pendant 1 an, ça me permettait de faire des économies pour la suite. Un soir, on est resté longtemps dans sa chambre, à écouter de la musique, à parler, à se taire. Elle m'a dit qu'elle se demandait si elle saurait reconnaître l'homme de sa vie. Et même si ça existait, un homme de la vie. J'avais envie de lui dire que lorsque le cœur bat d'une certaine façon, lorsqu'on se retourne dans son lit le soir d'une certaine façon et qu'on n'arrive pas à dormir, lorsqu'on a parfois très faim, parfois pas du tout, quand on ne pense plus aux autres, à soi, c'est certainement de l'amour. J'ai hésité et je lui ai dit. Elle m'a regardé avec un sourire. J'avais les jambes qui tremblaient. Je lui ai dit qu'il fallait que j'aille me coucher, que je travaillais tôt le lendemain. Ensuite, pendant plusieurs jours, il n'y a pas eu de travail. Et je suis resté chez moi, à Gaza, à tourner en rond, à penser à elle. À Gaza, la colère montait. Les gens disaient que Yasser Arafat avait eu tort de faire confiance aux Israéliens et que les négociations ne marcheraient jamais avec eux. Le 29 septembre 2000, des affrontements éclataient à Jérusalem. Il y a eu des blessés, des morts. La seconde intifada venait d'éclater. La bande de Gaza a été bouclée, longtemps. Les attentats se sont multipliés en Israël et on a interdit aux jeunes de mon âge d'y travailler. Alors, j'ai pris la seule décision qui vaille. Je me suis juré de partir d'ici. J'ai pris les livres de mon père et j'ai étudié. Je me suis noyé dans les livres. Le frère de ma mère, Hassan, m'a dit que si j'avais un bon niveau, je pourrais obtenir une bourse au Canada. Je me suis débrouillé pour ne pas avoir un bon niveau, mais un niveau excellent. J'ai rempli des dossiers, préparé des concours par correspondance. J'ai espéré, désespéré aussi. Aujourd'hui, j'ai eu la réponse. Je suis admis. J'en tremble. Je vais avoir le droit, pour quelques années, de vivre comme Paolo et Willy. Je vais devenir médecin. Et ensuite, je reviendrai sur cette terre où je suis né. Et j'espère que les choses auront changé, qu'on aura un état, mais pour l'instant, je veux penser à moi. J'ai aimé te lire, t'écrire, Tal. Tu es une fille bien, généreuse, fragile. Alors oui, bien sûr, on pourrait continuer de s'écrire, Internet le permet, mais je veux effacer pour un temps ces dernières années de ma mémoire, et tu en fais partie. Je veux être neuf, là-bas, au Canada. Ne plus être rattaché à cette terre qui tremble jour et nuit, cette terre qui t'empêche de dormir, d'être égoïste. Mais je ne t'oublierai pas complètement, Tal. Un jour, tu m'as dit qu'il fallait tout répéter avec moi. Et c'était vrai. Alors, toi et moi, on va répéter le miracle de la bouteille. Je l'emporte avec moi, et je te donne rendez-vous, dans 3 ans, à midi, à Rome, devant la fontaine de Trévi, en souvenir du film avec Audrey Hepburn que tu étais allé voir à la Cinémathèque. J'aurai ta bouteille sous le bras, dans 3 ans. C'est une promesse. D'ici là, bonne route à toi.